Chiara Romano avait 27 ans, et chaque matin à 6h30 précise, elle quittait l'appartement modeste qu'elle partageait avec sa mère dans un quartier résidentiel en périphérie de Milan. L'air frais du matin l'aidait à se maintenir éveillée après une nuit souvent entrecoupée par les soins qu'elle prodiguait à sa mère malade. Sa vie suivait un rythme précis, presque mécanique, sans place pour l'improvisation. À 8 heures, elle était déjà devant le grand immeuble de verre de l'entreprise technologique, où elle travaillait depuis 3 ans en tant qu'auxiliaire administrative. Elle traversait les couloirs avec une démarche discrète, les dossiers toujours bien serrés contre sa poitrine. Personne ne s'arrêtait pour la saluer autrement que d'un hochement de tête poli. Elle était rapide, efficace et surtout silencieuse. C'était exactement ce que l'on attendait d'elle. Dans cette entreprise au rythme effréné, où les résultats comptaient plus que les visages, Chiara se fondait dans le décor comme une pièce de mobilier utile, mais ignorée. Les directeurs passèrent devant elle sans jamais s'attarder sur son nom. Elle ne s'en offusquait plus depuis longtemps. À midi, elle mangeait seule, souvent à son bureau, un sandwich préparé la veille au soir, entre 2 lessives et la préparation des médicaments. Le téléphone ne cessait de sonner, les courriels s'accumulaient, les demandes urgentes s'empilaient. Et pourtant, personne ne semblait se rendre compte qu'elle accomplissait bien plus que ce que son poste exigeait. Lorsque quelqu'un oubliait un document, Chiara le retrouvait. Quand une réunion devait être reprogrammée à la dernière minute, c'était elle qui gérait les plannings. Elle était l'ombre utile, toujours présente, jamais remarquée. Ce soir-là, il était déjà 22 heures quand elle réalisa qu'elle n'avait pas quitté son poste. Tous les étages étaient presque vides. Les lumières automatiques s'éteignaient une à une. Elle rassembla les derniers dossiers qu'on lui avait laissés sur son bureau avec une mention urgente, bien qu'aucun n'eût été réellement de sa responsabilité. Mais elle savait que personne d'autre ne s'en chargerait. Elle prit l'ascenseur jusqu'au dernier étage, là où se trouvait le bureau du directeur général, Matteo Bianchi. Elle devait y déposer les rapports que l'on attendait pour la réunion du lendemain. La moquette épaisse étouffait ses pas. Elle ouvrit prudemment la porte, entra dans le vaste bureau silencieux aux lignes élégantes et déposa les dossiers sur le bureau impeccablement rangé. Elle jeta un œil vers la grande baie vitrée. La ville brillait de 1000 lumières. Un vertige discret la prit. Elle n'avait pas mangé depuis le midi. Ses jambes semblaient ne plus la porter. Elle se laissa tomber sur la large chaise en cuir près de la fenêtre, posant les pieds nus au sol après avoir retiré ses escarpins trop serrés. Elle se dit qu'elle ne ferait qu'une pause de quelques minutes, juste le temps de reprendre son souffle, mais la fatigue accumulée des dernières semaines la rattrapa comme une marée soudaine. Sa tête bascula en arrière, les bras croisés sur les dossiers, et dans le silence doré du bureau vide, Chiara s'endormit sans s'en rendre compte. Les horloges de la ville continuaient à tourner, indifférentes. En bas, les tramways traversèrent les rues désertes. Dans l'obscurité paisible du dernier étage, la respiration de Chiara était la seule chose qui bougeait encore. Elle dormait profondément, comme on dort quand on n'a plus de force pour résister. C'est ainsi qu'elle fut trouvée, bien plus tard dans la nuit sans le savoir encore. Et ce moment qui ne devait être qu'un incident de plus dans une routine trop lourde, allait tout changer. Dans la même nuit où Chiara, épuisée, s'était endormie dans le fauteuil du bureau de Matteo Bianchi, ce dernier descendait d'un vol anticipé en provenance de Zurich. Une réunion stratégique avec un groupe d'investisseurs suisses avait été annulée à la dernière minute. L'agenda qui lui imposait des journées de 14 heures s'était soudainement libéré de 3 créneaux, un luxe inhabituel dans sa vie cadencée par les chiffres, les enjeux politiques internes et les batailles de pouvoir feutrées. Plutôt que de rentrer directement chez lui, il décida de passer au bureau. Ce n'était ni la première fois, ni une décision exceptionnelle. Matteo appartenait à cette catégorie de dirigeants qui considéraient les couloirs d'entreprise comme leur véritable lieu de vie. Il entra dans le bâtiment par le parking souterrain, salua brièvement le vigile de nuit, qui n'osa pas lui demander ce qu'il venait faire à une heure si tardive. Matteo n'était pas du genre à expliquer ses mouvements. Sa présence à ces heures inhabituelles faisait partie de son image de leader infatigable. L'ascenseur monta en silence jusqu'au dernier étage. Lorsqu'il s'arrêta, Matteo avança calmement dans le couloir désert, alluma les lumières d'un simple geste du poignet et inséra la clé dans la serrure de son bureau. Il ouvrit la porte, sûr de trouver le silence habituel, et s'arrêta net. La scène qui s'offrit à lui n'avait rien à voir avec ses attentes.
Dans le fauteuil près de la fenêtre, une jeune femme dormait profondément, les cheveux en désordre, les bras croisés sur un amas de dossiers. Ses chaussures, posées à côté, indiquaient qu'elle ne s'était pas allongée par accident. Il fallut quelques secondes à Matteo pour reconnaître le visage. Ce n'était pas une cadre, ni une collaboratrice proche. Elle faisait partie de ce personnel que l'on ne remarque jamais, que l'on croise sans mémoriser les traits. Il fouilla brièvement sa mémoire avant que le prénom n'émerge enfin. Chiara. Oui, Chiara Romano. Auxiliaire administrative, discrète, ponctuelle, toujours à l'écart. Il l'avait vue une fois ou deux lors de réunions logistiques, sans jamais s'attarder. Le silence du bureau, rompu seulement par le bruit lointain de la circulation milanaise, paraissait suspendu. Matteo resta figé, incertain. Il n'avait jamais trouvé quelqu'un dans son espace personnel, encore moins à une heure aussi improbable. Il fit un pas en avant. Le parquet craqua légèrement. Chiara sursauta. Ses yeux s'ouvrirent brusquement, encore brouillés de sommeil. En une fraction de seconde, elle comprit qu'elle n'était plus seule. Son regard tomba sur l'homme en costume noir, debout à quelques mètres, la fixant avec une expression indéchiffrable. Elle se leva d'un bond, attrapa ses chaussures. Les dossiers glissèrent de ses bras dans un bruit sourd. Elle tenta de parler, de s'expliquer, mais aucun mot ne sortit immédiatement. Son visage se contracta, partagé entre la honte et la peur. Elle chercha ses mots, en vain. Matteo, toujours silencieux, l'observait sans ciller. Il n'avait pas élevé la voix, ne s'était pas approché davantage. Ce qui le retenait n'était ni de la colère ni de l'indulgence. C'était autre chose, une forme d'incompréhension mêlée à un étrange sentiment de curiosité. Finalement, sa voix grave rompit le silence. Il demanda simplement « Pourquoi dormiez-vous ici ?» Il ne cria pas, ne la sermonna pas. La question était posée sur un ton neutre, mais l'effet sur Chiara fut immédiat. Elle tenta de répondre, bégaya quelques mots sur un dossier urgent, une fatigue soudaine, une pause qui avait duré trop longtemps. Matteo n'interrompit pas son discours décousu. Lorsqu'elle se tut, persuadé qu'elle allait être renvoyée sur le champ, il fit quelques pas vers le bureau, jeta un œil au document, puis leva à nouveau les yeux vers elle. « Allez-vous-en. Rentrez chez vous, » dit-il simplement, sans sévérité, mais sans chaleur non plus. Elle hocha la tête, rassembla rapidement ses affaires et se dirigea vers la porte. Avant qu'elle ne l'atteigne, sa voix la retint. « Chiara, » dit-il. Elle se retourna lentement, le cœur battant. « Est-ce que cela arrive souvent ?» demanda-t-il, le regard fixe. Elle hésita un instant, puis répondit d'un murmure presque inaudible, « Parfois. » Aucun mot supplémentaire ne fut échangé. Elle sortit du bureau, laissant derrière elle un directeur songeur et une pièce qui, soudainement, semblait différente. Matteo resta debout, immobile, fixant l'endroit où elle s'était tenue. Il prit place dans son fauteuil, mais ne rouvrit pas son ordinateur. Les rapports sur son bureau, les chiffres sur les écrans, tout cela paraissait lointain, secondaire. Il pensait à cette scène étrange, à cette jeune femme qui dormait dans son fauteuil, à la façon dont elle s'était excusée par le regard bien plus que par des mots. Ce n'était ni un acte de paresse, ni une intrusion volontaire. C'était autre chose. Une image s'était imprimée dans son esprit, celle d'une silhouette trop mince, trop tendue, avec des gestes trop précis. Et soudain, dans cet univers où tout devait être sous contrôle, une petite faille venait d'apparaître, discrète mais tenace. Il ne savait pas encore pourquoi, mais cette nuit-là, Matteo ne parvint pas à reprendre son travail comme prévu. Le lendemain matin, Chiara arriva au bureau bien avant l'heure habituelle, même pour elle. Après une nuit presque blanche, agitée par la peur sourde d'avoir franchi une limite invisible, elle n'avait trouvé ni le repos ni la clarté. Elle n'avait pas dit un mot à sa mère, pas voulu inquiéter inutilement. En franchissant les portes de l'entreprise, elle sentit l'atmosphère familière lui peser comme jamais. Les murs, les écrans, les voix connues, tout semblait figé dans une tension qu'elle seule percevait. Elle avait honte, mais plus encore, elle avait peur. Peur que son nom figure sur un avis de convocation disciplinaire, peur de croiser le regard de Matteo Bianchi, peur d'être renvoyée sans autre forme de procès. La matinée se déroula dans une mécanique ordinaire, du moins en surface. Chiara s'efforçait de maintenir sa concentration, répondant aux emails, traitant les requêtes, déplaçant des dossiers avec la rigueur habituelle. Mais à chaque pas, elle avait l'impression que tous les regards pesaient sur elle, alors qu'en réalité, personne ne semblait avoir remarqué quoi que ce soit.
Son isolement habituel jouait maintenant en sa faveur. Sa discrétion la protégeait, du moins provisoirement. À 11h45, un message interne s'afficha sur son écran. Chiara Romano prière de vous présenter au bureau du directeur général à midi. Aucun autre détail. Son estomac se noua immédiatement. Elle relut le message plusieurs fois, espérant y voir une nuance qu'elle aurait manquée. Mais il était aussi clair qu'inquiétant. Elle rangea son poste, respira profondément et gravit de nouveau les étages qui la menaient au sommet de la hiérarchie. Lorsqu'elle arriva devant la porte, elle hésita une seconde avant de frapper. La voix de Matteo répondit immédiatement, l'invitant à entrer. Il était seul, debout près de la fenêtre, un dossier à la main. Il ne leva pas les yeux tout de suite. Elle resta plantée là, sans oser avancer davantage. Lorsqu'il se tourna enfin vers elle, son regard n'était ni dur ni accueillant, mais neutre, comme si rien ne s'était passé. « Merci d'être venue, Chiara. Asseyez-vous, » dit-il d'un ton professionnel. Elle obéit sans un mot, la gorge serrée. Matteo s'assit à son tour, ouvrit le dossier devant lui, mais ne le consulta pas. Il croisa les mains, la regarda un instant en silence, et elle sentit le rouge lui monter aux joues. « Ce qui s'est passé cette nuit, » commença-t-il, « ce n'est pas quelque chose que nous allons ignorer. » Son ton restait calme, mesuré, mais chaque mot semblait peser lourd. Elle ouvrit la bouche, prête à se justifier, à implorer même si nécessaire, mais il leva légèrement la main. « Je ne parle pas de sanctions, je parle de ce que cela signifie. » Elle fronça légèrement les sourcils, sans comprendre. Il reprit. « Vous êtes resté ici tard, trop tard. Vous avez travaillé sur des tâches qui, selon toute logique, ne relèvent pas de votre poste. Et vous vous êtes endormi dans mon bureau. Cela pourrait être perçu comme une faute, mais ce que j'ai vu, c'est autre chose. Une accumulation, une surcharge, une dévotion qui dépasse ce qu'on attend de vous. » Chiara restait immobile, suspendue à ces mots, sans savoir s'il s'agissait d'un reproche ou d'une ouverture. Matteo appuya ses avant-bras sur le bureau. « Je ne vais pas vous poser de questions personnelles, mais je veux vous proposer quelque chose. Un projet interne est en train de se constituer. Un projet qui nécessite des gens observateurs, efficaces, avec une compréhension fine des rouages de cette entreprise. J'aimerais que vous en fassiez partie. » Il n'y avait aucun sourire dans sa voix. Pas d'élan de sympathie exagéré, juste une proposition formelle. Chiara eut du mal à y croire. Sa première réaction fut la méfiance. Pourquoi elle? Pourquoi maintenant? Était-ce une manière détournée de la mettre à l'épreuve avant un licenciement déguisé? Elle murmura « Je ne comprends pas. Je n'ai jamais travaillé sur des projets de ce type. » Matteo ne sembla pas surpris par sa réaction. « Justement, c'est ce que nous voulons changer. Vous êtes ici depuis 3 ans et personne ne vous a jamais donné cette chance. Pourquoi? » Il ne laissa pas de place à la réponse. « Parce que vous ne dérangez pas. Parce que vous êtes efficace en silence. Et que, dans ce système, ce sont ceux qui font du bruit que l'on remarque. » Il ferma le dossier et se leva. « Ce n'est pas une promotion, pas encore. Mais c'est une place à la table. Si vous acceptez, vous recevrez les premières directives demain matin. Et Chiara, ajouta-t-il alors qu'elle se levait à son tour, un peu hébétée. Il ne s'agit pas d'un test, pas de piège. Ce que j'attends, c'est ce que vous savez déjà faire, travailler. » Elle acquiesça doucement, encore sous le choc. Lorsqu'elle quitta le bureau, elle se sentait à la fois soulagée et troublée. Le silence pesant du début de l'entretien s'était transformé en un vide rempli de possibilités. Elle ne savait pas pourquoi il lui avait proposé cela. Peut-être avait-il vu en elle ce que les autres n'avaient jamais pris le temps d'observer. Peut-être que cette nuit, dans le fauteuil de cuir, elle avait involontairement franchi un seuil invisible. Le matin suivant, Chiara se présenta comme à l'habitude à son bureau, même un peu plus tôt que nécessaire. Depuis la proposition de participation au nouveau projet, elle avait passé la nuit à tourner dans son esprit chaque détail de l'entretien avec Matteo, ses mots mesurés, son regard calme, l'avance soudaine. Elle en avait dormi peu, très peu, consciente que quelque chose dans sa vie professionnelle venait de basculer, sans qu'elle sache encore dans quelle direction exactement. Elle était nerveuse, mais en même temps étrangement galvanisée. Le trajet jusqu'au bâtiment lui parut différent. Le ciel d'un bleu pâle derrière les gratte-ciel, les tramways plus fréquentés, les visages croisés dans la rue soudain moins anonymes que d'habitude. À 8 heures, elle fouilla sa boîte de réception et attendit un message. Le premier mail ne tarda pas. Objet, réunion projet interne, convocation.
mentionnant l'heure, la salle et les participants. Elle prit note, envoya une confirmation, respira profondément. Elle savait que cette réunion pouvait changer le cours de son quotidien. Elle se dirigea vers la salle 522, en haut, 3e étage du bloc 15e. Elle entra quelques minutes avant l'heure, s'asseya à une table longue de bois clair sur laquelle étaient déjà posées des bouteilles d'eau, des verres et des supports de présentation. Quelques personnes arrivaient, peu la connaissaient vraiment. Parmi elles, elle reconnut des cadres moyens, des chefs d'équipe, mais aucun dirigeant du niveau de Matteo ou de la direction générale. Quand l'horloge afficha 9h15, la porte s'ouvrit et un homme entra, apparemment chargé de mener la séance. Il se présenta comme étant le responsable du pilotage des projets internes et invita chacun des participants à se présenter brièvement. Lorsque ce fut le tour de Chiara, elle sentit une montée d'adrénaline soudaine. Le souffle un peu court, elle se redressa, donna son prénom et son nom, mentionna son poste, sa 27e année, et les responsabilités qu'elle assumait. Elle ne parla pas de sa double vie, le soin à domicile auprès de sa mère et les heures supplémentaires tardives. Elle savait que ces informations n'appartenaient pas à ce cadre formel. Elle se rassit et les regards se tournèrent vers elle avec curiosité, non avec mépris. Elle s'était tenue droite, consciente que pour la première fois elle n'était pas invisible. Le responsable déroula les grandes lignes du projet, refonte des processus internes, amélioration des canaux de communication entre départements, réorganisation des tâches administratives chronophages. Il expliqua qu'il fallait un petit groupe flexible, capable de comprendre le système actuel et d'apporter des idées. Il mentionna que ce projet serait suivi directement par le directeur général. Quand il annonça que l'un des objectifs était de donner une voix aux collaborateurs souvent négligés, Chiara sentit son cœur battre plus vite. Une partie d'elle-même s'émerveillait, pensait qu'elle avait enfin trouvé une issue. L'autre partie se demandait si c'était trop beau pour être vrai. Puis le responsable énonça une liste initiale de tâches. Collecte de données chez les services concernés, entretien informel avec les employés, évaluation de l'organisation existante et identification des goulets d'étranglement. Il précisa que certains documents confidentiels seraient transmis sous réserve de discrétion. Une légère tension traversa l'Assemblée. Aucun participant ne voulait passer pour celui qui ne comprenait pas. Chiara nota mentalement chaque mot, chaque mention d'échéance, chaque nom. Elle sentit qu'elle devait faire bonne impression, non par ambition personnelle, mais parce que cette occasion pouvait être celle qui redéfinirait sa place dans l'entreprise. Lorsqu'on parla du calendrier, on lui attribua la tâche initiale de préparer un état des lieux de l'organisation administrative d'ici 2 semaines. Pour elle, cela signifiait moins de sommeil que d'habitude, encore plus de responsabilités. Mais elle l'accepta sans hésiter. À la fin de la réunion, on proposa un petit apéritif au café de l'entreprise, éloigné des regards officiels. Chiara se rendit au comptoir, attrapa une tasse de café noir, resta à l'écart. Elle observa les autres échanger. Les sourires polis, les alliances silencieuses, les hochements de tête calculés. Elle se sentit à la fois étrangère et différente. Elle comprit que ce n'était plus la même place pour elle. Quand elle regagna son bureau, elle trouva un nouveau dossier ouvert intitulé « Projet de transformation interne ». Elle posa ses mains dessus, inspira profondément. La fatigue fit signe, mais elle la repoussa. Cette réunion avait marqué un passage. Elle ne savait pas encore où elle irait, mais elle savait qu'elle venait de franchir une porte. Dans les jours suivants, elle commença à collecter des données, à interroger des collègues, à observer les dysfonctionnements. Elle garderait pour elle ses nuits de veille et ses trajets tardifs, mais en elle s'installait une ambition silencieuse. Elle ne cherchait pas la reconnaissance à tout prix, mais un espace où sa voix pourrait exister, car pendant trop longtemps, dans cette entreprise à Milan, son prénom avait été un simple label discret. Aujourd'hui, il résonnait, et avec ce renouveau venait aussi une question latente. Pourquoi elle? Pourquoi maintenant? Elle ne la poserait pas à haute voix. Elle la garderait pour elle, comme un moteur. Chaque soir, en rentrant chez elle, elle repensait au visage de la réunion, aux mots prononcés, aux attentes inscrites dans les regards croisés. Elle pensait à sa mère, aux décisions qu'elle avait prises pour maintenir l'équilibre à la maison et au travail. Elle pensait à la ville, qui ne dormait jamais, aux lumières de Milan reflétées dans l'immense baie vitrée du bureau de Matteo la nuit précédente. Une nouvelle phase commençait. Elle n'était plus simple auxiliaire administrative,
Elle entrait dans un territoire inconnu, formel, exigeant. Elle sentait la pression, mais pour la première fois, elle ressentait aussi une forme d'espoir. Un espoir fragile, mais actif. Le reste du monde ne l'avait pas remarqué jusque-là. Elle avait décidé que désormais, elle allait se faire voir, non pour briller, mais pour compter. La salle d'archives de l'entreprise, dissimulée derrière une porte anodine au bout d'un couloir rarement emprunté, n'était pas un endroit où l'on allait par hasard. Peu d'employés savaient précisément ce qui y était conservé, encore moins les auxiliaires administratifs comme Chiara. Pourtant, dans le cadre du nouveau projet de transformation interne, elle y fut envoyée avec pour mission de récupérer des rapports d'analyse datant de plusieurs années, supposément utiles pour comprendre l'évolution des processus. L'accès lui avait été temporairement autorisé par Matteo lui-même, via un badge électronique à usage limité. Elle y entra seule, une fin d'après-midi où le silence régnait dans les étages, tous absorbés par leurs échéances. La pièce était froide, éclairée par des néons faiblards et bordée de hautes étagères métalliques, chacune remplie de classeurs étiquetés à la main. Chiara, méthodique comme toujours, consulta d'abord l'inventaire imprimé fixé près de la porte. Elle trouva rapidement la section souhaitée, rapports internes, restructuration, années précédentes. Elle longea les rayonnages, ses pas résonnant faiblement sur le sol en béton lisse, et commença à extraire les dossiers demandés, les empilant avec soin sur une table centrale. C'est en soulevant un classeur légèrement déplacé, coincé derrière un autre, qu'elle découvrit un dossier non référencé, sans étiquette apparente, simplement marqué de la mention manuscrite « Confidentiel Bianchi ». Elle hésita. Ce n'était pas ce qu'on lui avait demandé. Mais la curiosité mélangée à une forme d'intuition professionnelle la poussa à le tirer entièrement. Il était épais, usé sur les bords et fermé par une vieille ficelle. Aucun code d'archivage officiel n'apparaissait dessus. Elle le posa sur la table, l'ouvrit avec prudence. À l'intérieur, des notes manuscrites, des impressions de courriels internes, des rapports d'analyse annotés à la main. La plupart portèrent la signature de Matteo Bianchi lui-même. Au fil des pages, un tableau se dessinait, troublant, méthodique, glaçant. Il s'agissait de décisions prises en amont de restructurations majeures, souvent accompagnées d'analyses RH détaillées, montrant les conséquences humaines, suppression de postes, modification d'affectation, changement de contrat. Jusque-là, rien de surprenant pour une grande entreprise, mais certaines annotations attiraient à l'attention par leur ton inhabituellement personnel. Matteo semblait y consigner ses doutes, parfois même ses désaccords avec les choix imposés par la direction générale. Chiara lut un passage où il écrivait que certains licenciements avaient été décidés uniquement pour répondre à des objectifs politiques internes. Dans un autre, il notait que certaines personnes avaient été poussées vers la sortie non pas pour incompétence, mais pour des raisons de visibilité, car elles faisaient de l'ombre à des responsables installés. Ce qui la heurta profondément fut de découvrir une note datée de 2 ans plus tôt. Réduction administrative, 3 postes supprimés, dont un signalé comme excessivement performant, risque de déstabilisation de l'équipe en place. La description correspondait mot pour mot au départ brutal d'une collègue proche de Chiara, dont elle n'avait jamais compris l'éviction. À mesure qu'elle tournait les pages, elle découvrait que Matteo avait consigné ces éléments non pas comme une justification, mais comme un moyen de garder une trace de ce qu'il avait tenté, en vain, de contester. Certains documents portaient des mentions comme « refusé », « non négociable » ou encore « directive supérieure confirmée par LM ». Ce sigle, elle le comprit vite, renvoyait à Lorenzo Marchetti, le bras droit de Matteo, figure redoutée dans l'organigramme, connu pour sa rigueur impitoyable et ses méthodes que d'aucuns jugèrent brutales. Chiara referma le dossier avec des gestes lents. Elle ne savait pas si elle venait de découvrir une vérité utile ou un piège. Ce qu'elle avait entre les mains ne concernait pas le projet tel qu'il avait été présenté. Ce n'était pas une erreur administrative, mais un vestige d'une guerre interne que personne ne racontait à voix haute. En sortant de la salle, elle hésita longuement. Devait-elle rapporter ce qu'elle avait vu? Devait-elle ignorer cette découverte et se concentrer sur sa mission? De retour à son poste, elle ne dit rien à personne. Elle conserva le contenu du dossier en mémoire, n'emportant aucun document physique. Mais quelque chose avait changé. Elle ne regardait plus l'organigramme de l'entreprise de la même manière. Elle comprenait mieux pourquoi certains noms avaient disparu sans bruit, pourquoi certains départements
semblaient stagner malgré leur efficacité. Pourquoi les décisions se prenaient dans des sphères invisibles? Le soir même, en recopiant ses notes du jour, elle s'arrêta plusieurs fois, la main suspendue au-dessus du clavier. Elle revoyait le nom de sa collègue injustement remerciée, l'émotion sur son visage le jour de son départ, les regards fuyants, le silence qui avait suivi. Elle se souvint des efforts de cette femme, de sa gentillesse, de son professionnalisme et du sentiment d'injustice qu'elle-même avait ressenti sans jamais pouvoir l'exprimer. Maintenant, elle savait. Mais savoir ne suffisait pas. Il lui fallait décider quoi faire de cette connaissance. Et dans l'ombre du projet qu'elle venait d'intégrer, elle comprenait que rien n'était simple. Elle n'était pas seulement là pour réorganiser des dossiers. Elle était entrée sans le savoir dans un champ de tension où chaque pas comptait. Elle n'était plus invisible, mais elle n'était pas encore en sécurité. Les jours qui suivirent à la découverte du dossier confidentiel furent marqués par une tension sourde pour Chiara. Elle ne changea rien à ses habitudes apparentes. Arrivée tôt, départ tardif, efficacité constante, discrétion naturelle. Mais à l'intérieur, son regard sur l'entreprise avait muté. Elle observait différemment chaque échange, chaque décision, chaque silence dans les réunions. Les mots de Matteo, ses notes manuscrites, la mention récurrente de LM comme force de blocage, tout cela lui revenait sans cesse. Elle comprenait maintenant que l'entreprise n'était pas seulement structurée par des règles et des procédures, mais également par des dynamiques de pouvoir souvent invisibles. Lorsque l'équipe du projet de transformation reçut l'annonce officielle de sa supervision, un frisson parcourut la colonne vertébrale de Chiara. Le nom apparut en haut du message. Lorenzo Marchetti, directeur des opérations stratégiques. À peine quelques mots de présentation. Aucune formule de bienvenue. Seulement un calendrier d'intervention, une série de réunions obligatoires, des exigences claires et fermes. Chiara savait que cet homme n'était pas un simple cadre dirigeant. Il était celui que l'on évitait de croiser dans les couloirs, celui dont le regard seul suffisait à clore une conversation. Il était craint, écouté, jamais contesté. Lors de la première réunion de suivi, Lorenzo entra dans la salle avec une ponctualité glaçante. Grand, élégant, impeccablement vêtu, il ne salua personne individuellement. Il s'installa en bout de table, alluma sa tablette et demanda un état d'avancement précis de chaque responsable de pôle. Quand vint le tour de Chiara, elle sentit une crispation dans ses épaules. Elle se leva pour présenter son rapport sur l'organisation administrative. Sa voix était stable, ses données claires, ses conclusions structurées. Mais elle sentit immédiatement que Lorenzo n'écoutait pas pour comprendre. Il écoutait pour déceler la faille. Lorsqu'elle évoqua certains points de friction entre les services, il l'interrompit sèchement. « Ce n'est pas l'objet de votre mission. Tenez-vous-en au flux et non aux causes. Les causes, c'est notre affaire. » Elle se rassit sans répondre. Aucun des collègues ne la défendit. Elle comprit que dans cette salle, la règle tacite était la soumission. À la fin de la réunion, Lorenzo s'adressa à tous d'un ton neutre mais autoritaire. « Je veux une nouvelle version du rapport sous 48 heures. Plus technique, moins interprétative. L'analyse émotionnelle n'a pas sa place ici. » Chiara quitta la salle avec un sentiment d'humiliation froide. Ce n'était pas seulement un désaccord méthodologique, c'était un avertissement. Elle ne devait pas prendre trop de place. Les jours suivants, la pression augmenta. Lorenzo multiplia les demandes de précision, les courriels laconiques envoyés à des heures tardives, les remarques sibyllines. Chiara se sentit prise au piège, dans une logique de contrôle où chaque mot pouvait être utilisé contre elle. Et pourtant, elle ne céda pas. Elle reformula son rapport, se conforma aux exigences, tout en conservant l'essence de ses observations. Mais elle le fit d'une manière plus fine, moins directe, dissimulant ses critiques derrière des données brutes, laissant les conclusions apparaître d'elles-mêmes. Ce fut sa première résistance silencieuse. Un après-midi, alors qu'elle consultait des rapports dans une salle annexe, elle surprit une conversation entre deux collègues, l'un d'eux visiblement inquiet. « Tu sais que Sylvia a été sortie du projet la semaine dernière, sans avertissement. Juste une note disant que son profil n'était plus adapté. » L'autre répondit à voix basse, « Classique Marchetti. Quand tu commences à poser des questions, il t'efface. » Chiara ne dit rien, mais ses mots résonnèrent comme une confirmation. Elle n'était pas là parce qu'on croyait en elle. Elle était là parce qu'elle servait un objectif encore obscur, et si elle cessait d'être utile, elle serait remplacée sans explication. Elle se demanda alors si Matteo était au courant de cette supervision directe.
Pourquoi l'avait-il désignée, elle? Était-ce une manœuvre de confiance ou une tentative de la protéger ou au contraire de la tester? Elle n'avait aucune certitude. Mais une chose était claire, elle devait être plus prudente que jamais. Chaque document qu'elle produisait, chaque message qu'elle rédigeait, chaque mot prononcé en réunion était désormais pesé, contrôlé. Elle ne pouvait pas se permettre un faux pas. Un soir, alors qu'elle classait de nouveaux relevés de performance, elle tomba sur un autre document signé LM, cette fois une note interne sur la gestion des talents. Le langage y était technique, mais une phrase attira son attention. Toute émergence non sollicitée doit être contenue avant qu'elle ne compromette la stabilité de la structure managériale. Elle relut la phrase plusieurs fois. C'était une théorie de gouvernance. Mais appliquée à l'humain, elle révélait une stratégie brutale. Faire taire ceux qui se distinguent sans autorisation. Ce jour-là, Chiara rentra chez elle plus tard que d'habitude, le dos courbé sous le poids d'un constat. Elle avait été insérée dans un jeu où elle ne connaissait pas les règles. Et Lorenzo, en tant que gardien du système, avait fait d'elle une cible potentielle. Elle pensa à abandonner, plusieurs fois. Mais chaque fois, une autre pensée la rattrapait. Elle se souvenait du regard de Matteo cette nuit-là, pas celui d'un supérieur, mais d'un homme qui avait vu quelque chose en elle. Elle se rappelait aussi les noms dans les dossiers, les collègues oubliés, les décisions injustes. Elle ne pouvait pas partir sans comprendre ce qu'on attendait réellement d'elle. Lorenzo n'était pas seulement un obstacle. Il était le révélateur d'un système qui broyait les faibles et éliminait les dangereux. Si elle voulait rester, elle devait apprendre à naviguer dans ces eaux troubles. Et pour cela, elle devrait jouer plus intelligemment, plus discrètement, mais surtout, ne jamais oublier que désormais, chaque pas était une prise de risque. La présentation interne prévue ce jour-là ne faisait pas partie du calendrier initial du projet. C'était une session de revue intermédiaire ajoutée à la dernière minute par les superviseurs du programme à la demande expresse de Lorenzo. Officiellement, il s'agissait d'un point d'étape pour évaluer les progrès des différentes cellules de travail. Officieusement, tous comprirent qu'il s'agissait d'un test, peut-être même d'un piège. Chiara avait reçu l'invitation 2 jours avant. Elle n'avait pas eu le choix de refuser. Son équipe, composée de profils discrets comme elle, devait présenter les premières propositions d'amélioration des processus transversaux. C'était une occasion rare, mais chargée de risques. Elle passa la veille entière à préparer son intervention. Chaque mot fut pesé, chaque slide relu plusieurs fois. Elle savait que ce qu'elle allait dire aurait un impact. Il ne s'agissait pas simplement de pointer des inefficacités, mais de proposer des solutions concrètes, basées sur les témoignages du personnel, les données internes et l'observation quotidienne. Elle voulait démontrer qu'une meilleure organisation n'exigeait pas des suppressions de postes ni des coupes budgétaires, mais une meilleure coordination, une reconnaissance plus juste des compétences et une répartition plus rationnelle des charges de travail. Elle savait que ce discours pouvait ne pas plaire. La salle de réunion était plus grande que d'habitude, signe que des membres de la direction seraient présents. Matteo arriva quelques minutes avant le début. Il ne s'adressa à personne, s'assit au fond de la salle, tablette en main, mais son regard croisa celui de Chiara au moment où elle entra. Ce regard, bref mais soutenu, fut sa seule source d'apaisement. Lorenzo entra peu après, accompagné de 2 assistants. Il prit place à la droite de l'écran principal, fixa l'assemblée, puis donna un signe de tête pour commencer. Chiara se leva, se dirigea vers le pupitre et projeta sa première diapositive. Sa voix était claire. Elle ne tremblait pas. Elle commença par une brève présentation de la méthodologie employée, insistant sur la neutralité des sources, la diversité des interlocuteurs consultés et la rigueur du traitement des données. Puis elle déroula les constats principaux, surcharge administrative dans 3 services clés, redondance dans les circuits de validation, sous-utilisation de certains outils logiciels, confusion dans les chaînes de responsabilité. Elle n'accusa personne, n'employa jamais de formulations accusatrices. Elle resta factuelle. Ce qui étonna l'Assemblée, ce fut l'approche de Chiara. Elle n'exposait pas seulement des dysfonctionnements, elle proposait des ajustements concrets. Elle montra comment une simplification des tâches pouvait réduire de 30% le temps perdu chaque semaine, comment une réorganisation horizontale des équipes permettrait une meilleure réactivité sans coût supplémentaire. Chaque recommandation était appuyée par un exemple réel, une situation vécue, une analyse technique.
le tout présenté avec calme, sans chercher à impressionner. Petit à petit, l'ambiance dans la salle changea. Les visages jusque-là figés s'animèrent. Certains prenèrent des notes, d'autres échangeaient des regards surpris. On ne s'attendait pas à ce niveau de clarté de la part de quelqu'un qu'on avait toujours classé parmi les exécutants de base. Matteo, toujours silencieux, observait. Il ne consultait plus sa tablette. Ses yeux suivaient chaque mouvement de Chiara et un léger changement dans son expression trahissait un intérêt sincère. Lorenzo, quant à lui, gardait les bras croisés. Il ne l'interrompit pas. Il attendait, analysait. Lorsqu'elle termina sa présentation, un court silence s'installa, comme si l'auditoire ne savait pas comment réagir. Puis une cadre du département logistique prit la parole pour appuyer un des constats soulevés. Elle confirma les dysfonctionnements observés et félicita Chiara pour la pertinence de son analyse. D'autres suivirent, plus hésitants, mais positifs. On sentait que quelque chose venait de se produire, une sorte de déverrouillage dans les échanges. Lorenzo intervint enfin. Il posa une question précise, technique, sur un des indicateurs utilisés. Chiara répondit sans détour, donnant les références croisées, les marges d'erreur, les sources. Elle ne trembla pas. Il n'insista pas. Il se contenta de noter quelque chose sur son carnet. Il n'exprima ni approbation ni critique, mais son silence suffisait à révéler que la présentation l'avait contraint à la prudence. Après la réunion, les membres du groupe félicitèrent Chiara avec une sincérité qu'elle n'avait jamais connue dans ce cadre. Plusieurs lui dirent qu'il n'aurait jamais osé dire ce qu'elle avait dit. Elle sourit poliment, mais au fond, elle comprenait que ce jour n'était pas simplement un succès professionnel. C'était une bascule. Elle n'était plus seulement celle qui faisait bien son travail. Elle était désormais perçue comme une interlocutrice sérieuse, capable d'influencer les décisions. Plus tard dans la journée, elle reçut un message laconique de Matteo. Présentation bien menée, continuez. Rien de plus, pas de compliments excessifs. Mais dans cet univers où les mots étaient toujours stratégiques, ce message équivalait à un acte de soutien. Elle ne sut s'il fallait s'en réjouir ou s'en inquiéter. Mais une chose était certaine. Elle avait franchi une ligne. Elle avait été entendue. Et désormais, on l'écouterait. Ce qui, dans ce monde précis, était à la fois une victoire et un nouveau risque. 2 jours après la présentation qui avait révélé aux yeux de tous les capacités insoupçonnées de Chiara, le rythme de travail s'intensifia de façon visible. On l'incluait désormais dans davantage de réunions. On la sollicitait pour relire certains rapports avant leur validation, on lui demandait son avis. Officiellement, rien n'avait changé à son titre, mais dans les faits, elle était devenue une référence silencieuse du groupe de projet. Elle ressentait à la fois une forme de reconnaissance méritée et une vigilance croissante autour d'elle. Tout ce qu'elle disait était maintenant entendu. Tout ce qu'elle proposait pouvait être répercuté plus haut. Mais dans cet écosystème politique, être vu n'était pas toujours un avantage. Lorenzo, depuis le jour de la présentation, n'avait pas interagi directement avec elle. Il assistait aux réunions, écoutait, notait, mais gardait une distance froide. Pourtant, Chiara sentait son regard posé sur elle avec une intensité nouvelle, comme s'il cherchait à comprendre ce qu'il n'avait pas anticipé. Elle redoublait de précision dans son travail, évitant les formulations ambiguës, soignant chaque donnée partagée. Elle avait compris que la moindre approximation pouvait devenir une arme contre elle. Un après-midi de jeudi, alors qu'elle triait des documents pour un rapport finalisé à remettre à la fin de la semaine, elle reçut une notification de son système de messagerie. Un mail non adressé directement à elle, mais arrivé par erreur, sans doute par un mauvais usage de la fonction « Répondre à tous ». L'expéditeur, Lorenzo Marchetti. L'objet était un simple mot, « coordination ». Intriguée, pensant qu'il s'agissait peut-être d'un message de suivi, elle l'ouvrit. Ce qu'elle lut la glaça immédiatement. Le message ne lui était effectivement pas destiné. Il s'agissait d'un échange entre Lorenzo et un autre cadre de niveau supérieur, à propos du projet en cours. Dans ce message, Lorenzo critiquait violemment plusieurs membres de l'équipe, dont elle. Il écrivait que certains collaborateurs prenaient trop d'espace, parlaient hors de leur cadre, et qu'il devenait urgent de rétablir les hiérarchies naturelles. À propos de Chiara, il ajoutait une phrase qui résonna dans sa tête pendant des heures. La Romano commence à se croire indispensable. Cela devient problématique. Il va falloir recadrer avant qu'elle ne s'installe durablement dans une posture de légitimité. Elle relut ces lignes plusieurs fois,
espérant y déceler une nuance, une exagération, une mauvaise interprétation. Mais non, les mots étaient clairs, directs, délibérés. Le ton du message n'était pas celui d'un désaccord professionnel, mais celui d'un mépris autoritaire. En l'espace de quelques secondes, ce mail anéantissait l'illusion d'un terrain neutre ou méritocratique. Peu importait son travail, ses efforts, la qualité de ses propositions. Elle n'était pas perçue comme une contributrice de valeur, mais comme une anomalie à neutraliser. Le choc initial laissa place à un mélange d'humiliation, de colère sourde et de peur. Elle pensa à se lever, quitter le bureau, rentrer chez elle, tout abandonner. Elle se sentit piégée. Elle ne pouvait pas répondre au message, ni en parler ouvertement. Si elle dénonçait Lorenzo, elle risquait d'être accusée d'avoir violé la confidentialité d'une conversation interne. Si elle ne faisait rien, elle devenait vulnérable. Elle passa la fin de la journée dans un état de tension nerveuse insoutenable. À plusieurs reprises, elle sentit ses yeux se remplir de larmes, mais elle les contint. Elle ne voulait pas donner à qui que ce soit la satisfaction de la voir fléchir. Le soir venu, chez elle, elle relut le message une dernière fois avant de le supprimer. Ce n'était pas de la lâcheté, c'était un choix stratégique. Elle savait que dans ce type d'environnement, il valait parfois mieux taire certaines choses que de les brandir sans préparation. Mais ce courriel modifia radicalement son attitude. Elle cessa d'attendre qu'on reconnaisse ses qualités. Elle cessa de croire que le mérite parlait de lui-même. Elle décida qu'elle ne ferait plus confiance à la structure, mais à elle-même uniquement. Le lendemain matin, elle arriva au bureau avec une détermination différente. Son travail ne changea pas en apparence, mais dans chaque geste, il y avait désormais une intention plus claire. Se protéger, gagner du terrain, comprendre le système de l'intérieur pour mieux s'y mouvoir. Elle accepta les tâches difficiles, prit la parole quand il le fallait, mais ne montra plus aucune naïveté. Quand Lorenzo entra dans une réunion, elle le regarda droit dans les yeux. Elle ne fit aucun commentaire sur le mail. Elle ne lui laissa aucun indice sur ce qu'elle savait. Mais elle décida, à cet instant précis, qu'il ne la ferait pas taire. Elle se rappela pourquoi elle avait accepté ce projet. Pas pour gravir les échelons, mais pour ne plus subir l'invisibilité, pour donner une place à ceux que l'on ignorait. Si elle baissait les bras maintenant, elle confirmait la thèse de Lorenzo, qu'elle n'était qu'un bruit de fond, un moment passager dans la mécanique de l'entreprise. Elle décida donc de rester, de continuer à travailler, de prendre chaque espace laissé vacant, de faire de sa voix un outil. Elle ne serait plus simplement entendue, elle allait désormais devenir incontournable. La semaine qui suivit la réception du message de Lorenzo fut particulièrement lourde pour Chiara. Les journées s'enchaînaient sans pause, rythmées par les réunions, les livrables à rendre, les sollicitations directes de certains départements qui, désormais, reconnaissaient en elle une interlocutrice fiable. Mais cette reconnaissance apparente ne suffisait plus à effacer l'épuisement latent, la pression constante et surtout cette vigilance permanente que le message de Lorenzo avait installée dans son esprit. Elle travaillait avec rigueur, mais aussi avec prudence, comme si chaque action devait être validée à l'avance par un tribunal invisible. Ce mardi-là, en fin d'après-midi, alors que la plupart des employés commençaient à quitter les lieux, Chiara resta au bureau pour finaliser une synthèse attendue pour le lendemain matin. Elle n'avait pas mangé depuis midi. La lumière du jour déclinait à travers les grandes vitres du bâtiment, et les néons prenaient peu à peu le relais, dans un silence seulement troublé par les cliquetis des claviers. Lorsqu'elle reçut une notification de calendrier inattendue, elle fronça les sourcils. Rendez-vous avec Matteo Bianchi, bureau du DG, 18h30. Aucun commentaire, aucune pièce jointe. Elle vérifia plusieurs fois l'heure, la date, et se leva sans tarder. Elle gravit les étages avec un mélange d'inquiétude et de concentration. Elle avait évité tout contact direct avec Matteo depuis plusieurs jours, et malgré ses observations en réunion, il était resté distant, formel, presque absent. En arrivant devant son bureau, elle frappa 2 fois. Il répondit immédiatement. Elle entra. Matteo était debout, près de l'étagère où reposaient quelques objets personnels. Une maquette d'avion, une photo en noir et blanc d'une ancienne équipe de travail, un vieux trophée oublié. Il lui indiqua de s'asseoir. Elle obéit, sans dire un mot. Il resta silencieux quelques secondes, puis se tourna vers elle. « Je voulais vous parler personnellement, sans intermédiaire, sans protocole. » Son ton était calme, mais chargé d'une gravité inhabituelle. Il ne s'agissait pas d'un simple point de suivi. Quelque chose d'autre motivait cette convocation.
Je vous ai observé, Chiara, depuis cette nuit-là, dans ce bureau, et depuis votre première présentation. Vous êtes différente, vous travaillez différemment. » Elle ne répondit pas. Il poursuivit. « Vous savez, il y a 15 ans, j'ai commencé ici comme stagiaire. Personne ne me regardait. J'étais le type qui faisait les photocopies et servait les cafés lors des comités. J'étais invisible. » Il sourit, mais ce sourire ne parvenait pas à masquer une forme d'amertume. « Un jour, j'ai voulu proposer une idée, une amélioration de processus dans le département où j'étais. On m'a ri au nez. Littéralement. J'ai mis des années à faire oublier cette initiative, et plus de temps encore à grimper les échelons. Mais ce que je n'ai jamais oublié, c'est la sensation d'être effacé avant même d'avoir commencé. » Chiara restait immobile, les mains jointes, le regard fixé sur lui. Ce que Matteo racontait n'était pas banal. Elle comprenait qu'il partageait quelque chose de personnel et que ce moment avait été mûrement réfléchi. « Quand je vous ai vu endormi ici, j'ai reconnu ce que j'avais vécu. Pas dans les gestes, mais dans l'usure, dans le poids que vous portiez sans jamais le dire. Je ne savais pas alors si je devais intervenir, mais j'ai choisi de le faire, et je ne le regrette pas. Vous avez démontré une capacité que peu de gens ont ici. Vous écoutez. Vous comprenez les systèmes, et surtout vous parlez sans chercher à dominer. » Il fit quelques pas dans la pièce, puis s'arrêta à côté de la baie vitrée. « Je ne vais pas vous mentir, Lorenzo ne vous apprécie pas. Il pense que vous menacez l'équilibre du projet. Il a ses raisons. Il est formé pour cela. Il défend une structure que je remets moi-même en question depuis un certain temps. » Il se tourna de nouveau vers elle. « Mais je ne peux pas l'écarter sur la base d'intuition ou de tensions interpersonnelles. Je dois faire les choses dans l'ordre. » Ce fut la première fois que Chiara entendit Matteo parler ouvertement d'un désaccord interne. Elle comprit que la guerre silencieuse dont elle percevait les traces depuis plusieurs semaines existait bel et bien, et qu'elle n'en était pas qu'une simple spectatrice. Elle en faisait partie, volontairement ou non. « Ce que je vous demande, Chiara, c'est de continuer. Pas pour moi, pas pour une promotion, mais parce que vous êtes en train d'ouvrir un passage, pas seulement pour vous, pour ceux qui viendront après. » Elle hocha la tête lentement. Aucun mot ne lui semblait à la hauteur de ce qu'elle ressentait. Elle n'attendait pas un discours d'encouragement. Mais dans ce bureau, à cet instant précis, quelque chose s'était aligné. Un respect réciproque, discret, mais profond. Avant qu'elle ne parte, Matteo ajouta « Si vous avez des doutes, si vous vous sentez en danger, venez me voir. Pas comme une subordonnée, mais comme une partenaire. » Elle le remercia d'un simple signe de tête, se leva et quitta la pièce. Le silence du couloir lui parut presque apaisant après l'intensité de l'échange. De retour chez elle, elle repensa à ses premiers jours dans l'entreprise. Elle se souvenait de la peur de déranger, de la sensation de ne pas exister. Ce soir-là, elle comprit que son histoire n'était pas isolée, que d'autres avaient souffert, lutté, été ignorés. Matteo en faisait partie, même si sa position actuelle semblait tout opposée à la sienne. Ce passé commun, cette reconnaissance sans emphase, donnait un nouveau sens à son engagement. Elle n'agissait plus seulement pour prouver sa valeur, elle le faisait aussi pour rendre visible un parcours que trop de dirigeants avaient effacé, volontairement ou non. Désormais, elle n'était plus seule. Pas tout à fait. Et cela changeait tout. Le jour de la présentation finale du projet de transformation interne approchait avec une intensité presque palpable dans les couloirs de l'entreprise. Chaque membre de l'équipe en ressentait le poids, non seulement parce qu'il s'agissait de la conclusion d'un travail de plusieurs semaines, mais surtout parce que cette présentation serait faite devant l'ensemble du comité exécutif, y compris certains membres du conseil d'administration. Pour Chiara, ce rendez-vous représentait plus qu'un défi professionnel, il s'agissait d'une ligne de fracture. D'un côté, la possibilité d'une reconnaissance officielle, voire d'une promotion. De l'autre, le risque d'une mise à l'écart définitive si sa position venait à heurter les intérêts de Lorenzo ou d'autres figures influentes. Les jours précédents furent d'une rigueur extrême. Chaque document fut relu, chaque donnée vérifiée, chaque diapositive testée à plusieurs reprises. Chiara avait pris la tête du groupe chargé de la synthèse des propositions finales. Ce choix, validé tacitement par Matteo, avait suscité quelques tensions silencieuses, notamment de la part de ceux qui estimaient qu'un poste d'auxiliaire administratif, même actif dans le projet, ne devait pas se retrouver à la tribune. Mais l'évidence du travail accompli et l'autorité tranquille de Chiara avaient fini par imposer le respect.
Elle ne s'imposait pas par la force, mais par la maîtrise. La veille de la présentation, Chiara resta seule au bureau jusqu'à presque minuit. Elle revint sur chaque scénario possible, relut ses notes, répéta son discours à voix basse dans la salle vide. Elle ne cherchait pas à impressionner, elle voulait convaincre, non pas avec des effets de style, mais avec des preuves, des solutions concrètes et applicables. Elle savait que certains membres du comité venaient avec des réticences. L'entreprise était traversée par des jeux d'intérêt puissants, et toute proposition de changement était perçue comme une menace. Elle n'était pas naïve. Certains venaient chercher des raisons de refuser. Elle devait donc leur en donner le moins possible. Le matin de la présentation, elle arriva avant tout le monde, vérifia le matériel, lança les tests, imprima les documents de secours. À 9 heures précises, la salle était pleine. Les membres du comité, Matteo, Lorenzo, plusieurs cadres de haut niveau, tous présents. L'atmosphère était formelle, presque tendue. Lorenzo échangeait quelques mots avec un administrateur à voix basse, son visage fermé trahissant son agacement silencieux. Matteo, fidèle à son style, restait en retrait, mais son regard ne quittait pas Chiara. Quand elle se leva, le silence se fit immédiatement. Elle prit place au centre de la salle, brancha sa clé et lança la première diapositive. Elle respira calmement et commença. Elle présenta d'abord les objectifs initiaux du projet, puis les méthodes employées, les enquêtes menées, les entretiens réalisés, les données recueillies. Elle insista sur l'approche factuelle de l'analyse. Puis, elle entra dans le vif du sujet. Les dysfonctionnements systémiques identifiés et les leviers d'amélioration proposés. Tout était chiffré, illustré, argumenté. Elle ne nomma personne. Elle ne dénonça pas. Elle montra. Elle expliqua comment une meilleure répartition des tâches administratives pouvait générer une économie de temps de plus de 20% dans plusieurs services. Elle proposa un modèle de coordination interdépartementale testé en phase pilote avec succès. Elle montra les bénéfices d'un outil numérique déjà présent dans l'entreprise, mais largement sous-utilisé, et démontra comment sa généralisation pouvait réduire les délais de traitement de manière significative. Les réactions furent d'abord neutres, les visages restaient impassibles. Mais peu à peu, des membres du comité prirent des notes, hochèrent la tête. Un administrateur interrompit pour poser une question technique. Chiara répondit avec précision. Un autre demanda un exemple concret d'application. Elle le fournit sans hésiter. La présentation dura 35 minutes. Pas une erreur, pas une hésitation. Quand elle conclut, un court silence suivit. Puis le président du comité la remercia et demanda s'il y avait des commentaires. Lorenzo prit alors la parole. Il remercia l'équipe pour son investissement, mais exprima des réserves sur la faisabilité de certains ajustements. Il évoqua des contraintes budgétaires, des risques de déstabilisation, la nécessité d'un processus plus graduel. Sa voix posée résonnait comme un filtre d'autorité, mais il évita de nommer Chiara. Il parlait à travers elle sans la viser frontalement. Chiara resta impassible. Elle savait que ce moment viendrait. Matteo demanda alors à reprendre la parole. Il se leva calmement et dit qu'un audit interne avait été lancé parallèlement au projet afin de croiser les analyses, et que les résultats confirmaient, pour l'essentiel, les constats présentés. Il précisa que plusieurs propositions étaient déjà en phase de test. Cette déclaration, inattendue, modifia l'équilibre de la salle. Le soutien implicite devenait public. À la fin de la réunion, plusieurs membres vinrent saluer Chiara directement. Des mains furent serrées, des félicitations prononcées sans excès, mais sincères. Lorenzo, lui, quitta la salle rapidement, accompagné de ses 2 assistants, sans un mot. Chiara resta encore quelques minutes, rangea ses affaires, puis quitta la pièce, le cœur battant, mais le pas assuré. Elle savait que ce n'était pas la fin du combat, mais elle venait de franchir une étape majeure. Elle n'était plus une pièce qu'on pouvait ignorer. Elle faisait partie du tableau, et cette fois personne ne pourrait faire semblant de ne pas l'avoir vue. Dès le lendemain de la présentation, des murmures commencèrent à circuler dans les couloirs de l'entreprise. Certains évoquaient le soutien inattendu de Matteo au projet, d'autres s'interrogeaient sur la réaction froide de Lorenzo, d'ordinaire bien plus directe dans ses critiques. Les employés les plus attentifs remarquaient aussi que quelque chose semblait se jouer au plus haut niveau, mais sans encore comprendre quoi. Chiara, quant à elle, ressentait les effets de sa propre exposition. Elle n'était plus une silhouette discrète entre 2 bureaux.
On la saluait, on l'interpellait, on lui posait des questions. Son nom circulait, et avec lui, une forme de reconnaissance nouvelle, mais aussi d'hostilité latente. Elle continua à travailler avec la même rigueur, mais elle sentait que l'équilibre était fragile. Lorenzo n'avait rien dit publiquement, mais elle savait qu'il ne laisserait pas cette situation s'installer sans riposter. L'entreprise fonctionnait sur des équilibres anciens, des réseaux d'influence solidement ancrés, et sa montée en visibilité avait forcément dérangé ses structures. C'est dans ce contexte tendu que le comité d'audit interne convoqua une séance exceptionnelle. Officiellement, il s'agissait d'un retour sur les résultats du projet pilote. Mais personne ne croyait à une simple formalité. Le jour de la réunion, la grande salle du 8e étage fut préparée avec une précision militaire. Tous les directeurs étaient y présents, y compris ceux rarement vus dans les discussions opérationnelles. Le président du comité d'audit ouvrit la séance en remerciant les équipes impliquées dans le projet de transformation. Il salua l'engagement, la qualité du travail, les résultats mesurables. Puis il annonça qu'une série d'analyses croisées avait été effectuée en parallèle à la demande de la direction générale. Ce fut à ce moment précis que Lorenzo intervint, interrompant la présentation d'un ton sec. Il prit la parole pour exprimer ses doutes sur la pérennité des propositions émises. Il mit en cause la méthodologie utilisée, évoqua des biais dans la sélection des données, souligna l'absence de consultation de certains départements stratégiques. Il insista longuement sur le fait que plusieurs initiatives du projet pourraient provoquer des déséquilibres internes et compromettre des accords déjà en place. Son discours, bien construit, visait clairement à disqualifier le travail de Chiara et de son équipe sans la nommer. Il maîtrisait l'art de l'attaque indirecte, celui qui s'exerce par la forme plus que par le fond. Chiara sentit la pression monter. Elle savait que c'était le moment où tout pouvait basculer. Elle ne répondit pas immédiatement. Elle laissa Lorenzo finir, sans l'interrompre. Puis elle se leva lentement, ouvrit un document préparé à l'avance et demanda la permission de répondre. Un silence suivit, puis le président lui accorda la parole. Avec calme, elle reprit point par point les objections de Lorenzo, apportant des données précises, des références croisées, des validations tierces. Elle resta factuelle, évitant toute attaque personnelle, mais sa fermeté n'échappa à personne. C'est alors que Matteo prit la parole. Il demanda à ce qu'un extrait d'un rapport confidentiel soit affiché à l'écran. Ce document, jusqu'ici inconnu de l'audience, contenait des relevés internes, montrant que certaines résistances au projet provenaient non pas d'analyses techniques, mais de conflits d'intérêts internes. Plus précisément, il révélait que plusieurs contrats de conseil et de sous-traitance avaient été renouvelés sans mise en concurrence dans des départements dirigés par des proches de Lorenzo. Matteo précisa que ce document faisait partie d'une enquête ouverte depuis plusieurs mois, déclenchée après la fameuse nuit où il avait trouvé Chiara endormie dans son bureau. Cette déclaration provoqua un mouvement dans la salle. Des regards se croisèrent, des murmures s'élevèrent. Lorenzo, d'abord figé, tenta de minimiser les faits, évoquant des procédures internes et une conformité validée par le département juridique. Mais le mal était fait. Matteo continua. Il expliqua que le projet de transformation avait permis de mettre en lumière des pratiques opaques, jusque-là inaccessibles aux audits classiques. Il salua le travail de l'équipe, en particulier celui de Chiara, qu'il cita nommément comme étant le déclencheur de cette démarche de transparence. Le choc dans la salle fut visible. Pour la première fois, une auxiliaire administrative devenait le centre d'un changement structurel validé publiquement par la direction générale. Lorenzo tenta une dernière défense, mais le président du comité annonça l'ouverture d'une procédure de vérification sur l'ensemble des contrats cités. Il demanda également la suspension temporaire de Lorenzo, à titre conservatoire, dans l'attente des résultats. Chiara resta silencieuse pendant toute la fin de la réunion. Elle avait gagné, du moins en apparence, car elle savait que ce genre de victoire avait un prix. Elle ne ressentait ni triomphe ni euphorie. Seulement une forme de soulagement mêlée à une fatigue immense. En sortant de la salle, elle croisa Matteo dans le couloir. Il ne dit rien. Il hocha simplement la tête. Elle répondit de la même manière. Aucun mot n'était nécessaire. Ce jour-là, tout le monde vit ce qu'elle avait toujours su, qu'il était possible d'agir sans trahir ses valeurs, qu'on pouvait faire entendre sa voix sans écraser celle des autres. Mais elle savait aussi que ce renversement n'était qu'un début. Les équilibres changent lentement, les habitudes résistent, les regards critiques ne disparaissent pas du jour au lendemain. Pourtant,
Une brèche avait été ouverte, et dans cette brèche, elle était entrée, non pour tout révolutionner, mais pour rappeler qu'aucun poste, aucun nom, aucune hiérarchie ne pouvait empêcher une vérité de remonter à la surface quand elle était portée avec courage, rigueur et détermination. Après la réunion où Lorenzo avait été publiquement mis en cause et temporairement écarté, l'atmosphère dans les étages supérieurs de l'entreprise changea subtilement. Il n'y eut pas d'euphorie, pas de révolution visible, mais les regards se firent différents. Certains visages autrefois figés se permettaient des sourires. Des employés qui n'avaient jamais osé adresser la parole à Chiara l'arrêtaient désormais dans les couloirs pour la remercier, poser des questions ou simplement lui dire qu'ils avaient suivi tout ce qui s'était passé. D'un jour à l'autre, sa position dans l'organigramme informel de l'entreprise avait basculé. Elle n'était plus perçue comme une exécutante discrète, mais comme une actrice déterminante du changement en cours. Cette reconnaissance ne venait pas sans poids. Peu après la réunion, Matteo lui proposa un nouveau poste, responsable d'un petit département transversal en cours de création, dédié à l'écoute des équipes et à l'optimisation des processus internes. Il lui expliqua que le projet serait autonome, directement rattaché à la direction générale, mais avec une structure légère et agile. Le but était clair, identifier depuis le terrain ce que les structures formelles échouaient à percevoir. Ce rôle, encore flou dans ses contours, serait le prolongement naturel de ce qu'elle avait déjà accompli, mais avec plus de visibilité et surtout plus de responsabilité. Chiara accepta après une nuit de réflexion. Ce n'était pas une ambition qu'elle avait nourrie, mais elle savait que refuser dans ce contexte aurait été mal interprété, peut-être même considéré comme un aveu d'impréparation. Elle s'installa dans un nouveau bureau, plus lumineux, situé dans une aile moins fréquentée de l'immeuble. La pièce était nue, à l'exception d'un bureau, 2 chaises, une étagère vide et un ordinateur. Elle y passa sa première journée à réfléchir à la manière dont elle allait structurer ce nouveau poste. Elle fit des schémas, lista des idées, relut certains documents clés du projet précédent, mais plus que tout, elle observa. Elle se rendit dans d'autres services, parla avec des collègues, écouta les récits, les frustrations, les incompréhensions. Très vite, elle comprit que le plus grand défi n'était pas de proposer des améliorations, mais de construire la confiance. Les gens, pour la plupart, n'osaient pas parler franchement. Ils craignaient encore que leurs propos soient retournés contre eux. Chiara savait que seule une écoute réelle, continue et sans jugement pouvait faire émerger des pistes viables. Elle mit donc en place une méthode simple. Pas de réunions imposées, pas de rapports formels immédiats, seulement des rendez-vous informels où chacun pouvait venir exprimer ses difficultés ou suggestions. Elle documentait chaque échange, anonymisait les témoignages et cherchait des points communs dans les expériences. Les premières semaines furent un mélange de découvertes et de doutes. Elle avançait sans modèle précédent, dans un environnement encore marqué par la méfiance. Par moments, elle se sentait submergée. Elle n'avait pas d'équipe fixe, pas de hiérarchie définie. Elle devait composer avec les anciens réflexes d'un système lent à évoluer. Mais elle tenait bon. Elle savait que cette mission n'avait de sens que si elle réussissait à incarner quelque chose de différent. Pas un autre centre de pouvoir, mais une passerelle entre les étages de décision et ceux qu'on oublie dans les rapports. Un jour, alors qu'elle échangeait avec une employée du service de maintenance, celle-ci lui dit « Ce n'est pas la première fois qu'on nous promet qu'on va écouter ce qu'on vit ici, mais c'est la première fois que quelqu'un prend des notes sans couper la parole. » Cette phrase marqua Chiara plus qu'elle ne l'aurait cru. Elle ne voulait pas changer le monde, mais elle voulait au moins que chaque voix puisse, un instant, exister sans filtre. Malgré cela, l'incertitude la suivait. Elle savait que son poste n'était pas pleinement institutionnalisé, que sa légitimité ne tenait qu'à la volonté de Matteo et à l'impact immédiat de ses premières actions. Si les résultats tardaient ou si les tensions internes reprenaient le dessus, elle pouvait facilement redevenir invisible. Elle passait parfois des nuits à douter. Elle se demandait si elle était vraiment à sa place, si elle avait les épaules pour porter ce qui, en creux, ressemblait à une mission politique au sein de la structure. Matteo lui faisait confiance, c'était évident. Mais combien de temps cette confiance résisterait-elle à la pression du Conseil, aux alliances internes, au retour en arrière toujours possible? Un après-midi, alors qu'elle rentrait chez elle après une journée épuisante, elle croisa un ancien collègue des services administratifs
avec qui elle avait à peine échangé quelques mots auparavant. Il lui dit simplement « On a l'impression qu'avec toi, les choses peuvent changer, même un peu. Ça suffit parfois. » Elle sourit, le remercia et rentra silencieusement. Cette phrase simple lui rappela pourquoi elle avait dit oui, pourquoi elle continuait. Ce n'était pas pour être reconnue, ni pour s'élever. C'était pour que ceux qui n'avaient jamais eu voix au chapitre aient enfin quelqu'un qui posait des questions en leur nom. Dans son nouveau bureau, elle installa peu à peu quelques objets personnels. Une photo de sa mère, un carnet de notes, un livre sur la sociologie du travail. Elle n'ouvrit pas de calendrier mural, ni n'afficha d'objectifs à atteindre. Elle voulait que cet espace reste fluide, mobile, à l'image de la fonction qu'elle avait accepté d'occuper. Une fonction fragile, oui, mais vivante. Et, pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait à la fois exposée et alignée avec ce qu'elle était. Il n'y avait plus de rôle à jouer, plus de masque à porter. Il y avait simplement du travail à faire, et elle était prête. Le lundi matin, la lumière de l'automne milanais baignait les vitres de l'entreprise d'une clarté douce. Chiara, comme à son habitude, arriva avant les autres. La semaine s'annonçait dense, avec plusieurs ateliers en préparation et un rapport synthétique à remettre à Matteo sur les retours collectés ces dernières semaines. Malgré le poids des responsabilités, elle avançait avec une régularité calme. Son nouveau bureau, bien que toujours modeste, avait pris des airs d'espace habité, des classeurs empilés, des post-it annotés, un mug oublié d'un café refroidi. Le désordre organisé d'un lieu où quelque chose se construisait. Ce matin-là, elle s'installa, ouvrit son ordinateur, lança ses outils de travail, puis entreprit de ranger les papiers empilés depuis plusieurs jours. En tirant le premier tiroir à gauche du bureau, un qu'elle n'avait jamais vraiment utilisé, elle sentit une légère résistance. Elle força un peu et une feuille pliée en 4 apparut dans un coin, glissée sous une pile de feuilles blanches. Intriguée, elle la prit, la déplia lentement. L'écriture à l'encre noire était familière, soignée, presque posée avec préméditation. Il n'y avait que 2 phrases, manuscrites, avec une netteté que rien ne semblait avoir altérée, malgré le papier légèrement jauni. Ne t'excuse jamais d'être épuisé. C'est parfois dans l'épuisement que naissent les vrais changements. Et en dessous, signé simplement « Matteo ». Chiara resta figée un instant. Le silence autour d'elle n'était plus celui d'un début de journée, mais celui d'une prise de conscience intime. Ce message n'était pas là par accident. Il avait été laissé intentionnellement, à un moment où Matteo savait qu'elle finirait par l'ouvrir, pas au début de sa nouvelle fonction, pas dans l'euphorie de la pré-présentation, mais maintenant, alors que le rythme s'était installé, que l'effort commençait à peser de manière sourde, que la solitude du poste devenait plus palpable. Elle relut la phrase encore une fois. Il ne s'agissait pas d'un encouragement classique. C'était une reconnaissance silencieuse de ce qu'elle portait depuis le premier jour, cette fatigue constante non comme faiblesse, mais comme conséquence directe d'une présence engagée, d'un travail invisible devenu indispensable. Elle repensa à ses débuts, à l'indifférence quotidienne, aux heures passées à faire plus que ce qui était demandé, aux visages qui ne se retournaient jamais. Elle se souvint des nuits où elle avait hésité à tout arrêter, des courriels glacés de Lorenzo, de l'épuisement qui collait à la peau comme une seconde chemise. Mais aujourd'hui, elle se trouvait de l'autre côté, pas au sommet, pas dans une tour d'ivoire, mais dans une position d'impact. Elle avait contribué à écarter un pouvoir nocif, avait installé une méthode d'écoute réelle, avait donné forme à un espace qui n'existait pas auparavant. Elle avait survécu à la politique interne, non par jeu ou ruse, mais par constance. Ce mot manuscrit en était la preuve discrète. Quelqu'un avait vu, quelqu'un avait compris. Elle rangea le papier avec précaution dans une chemise personnelle qu'elle gardait dans son sac, puis reprit son activité comme si rien n'était arrivé. Mais toute la journée, une sensation étrange l'accompagna. Une forme de soulagement mêlée à une lucidité nouvelle. Elle n'était pas devenue une héroïne, ni une icône. Elle était devenue autre chose, une présence durable dans un système qui, jusqu'alors, l'avait ignorée. Et dans cette présence, il y avait désormais une mémoire, celle des efforts, des résistances, des nuits sans sommeil, celle des petites victoires invisibles. L'entreprise, elle aussi, semblait différente. Des initiatives pilotes s'étaient mises en place dans plusieurs services. Des responsables de niveau intermédiaire, autrefois fermés à toute collaboration,
sollicitaient désormais son avis. Des décisions administratives étaient remises en question grâce aux rapports issus de son service. Rien de spectaculaire, mais une lente et solide évolution. Matteo lui avait dit, lors d'une brève réunion, qu'il comptait institutionnaliser son département. Elle n'avait pas réagi. Elle préférait attendre les actes, non les intentions. Mais au fond, elle savait que quelque chose s'était enclenché. Le soir, en éteignant son poste, elle regarda une dernière fois par la fenêtre. Milan brillait doucement sous les derniers reflets du jour. Elle pensa à sa mère, à la voix qui l'encourageait encore même dans les silences. Elle pensa à elle-même, à celle qu'elle était il y a 1 an, une employée presque transparente, sans reconnaissance, sans voix, et à celle qu'elle était devenue, une femme debout, non par défi, mais par nécessité, parce qu'il fallait que quelqu'un le fasse, parce qu'elle pouvait. En fermant la porte de son bureau, elle sentit que la fatigue était toujours là, mais différente. Ce n'était plus une charge, c'était une trace, la preuve qu'elle n'avait jamais cessé d'avancer, même lorsque personne ne regardait.